Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur le Sideline. Aujourd'hui, on vient d'avoir une super belle discussion avec Maxime Dufour-Lapointe. On a parlé vraiment de plusieurs sujets. Je vous invite à écouter l'épisode, mais les messages clés qu'on retient, c'est vraiment dans tout notre parcours d'athlète, il faut avoir un certain équilibre, un équilibre de vie, tant dans l'entraînement que sa vie sociale, familiale, etc. Et aussi savoir reconnaître ses petits accomplissements. Donc, être capable de se valoriser tout au long de sa carrière d'athlète. Donc, pour en apprendre plus, écoutez tout l'épisode avec Maxime Dufour-Lapointe sur le Sideline. Bonne écoute! Allô, ici Lily Wynne, physiothérapeute. Et Dr Marie Lénaud, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Alors, bonjour Maxime, bienvenue sur le Sideline. Salut les filles! Salut. On est super contente de t'avoir aujourd'hui avec nous. Dans le fond, là, on invite des modèles un peu pour les jeunes et leurs familles qui nous suivent pour qu'ils aient peut-être des expériences pour voir que le parcours n'est pas toujours très droit là, dans la vie d'un sportif et après. Donc, on va un petit peu aborder des sujets en lien avec ça aujourd'hui. Première question, la question classique là, que tu t'es sûrement fait poser 1 milliard de fois, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton début de parcours, comment tu as choisi le ski, comment tu es rentrée vraiment dans ce monde de sport là? Tu as tellement bien dit les choses en disant que le parcours n'est jamais nécessairement bien droit. Là. Ça me fait vraiment sourire parce que mon entrée dans le sport, c'était d'abord par plaisir, avec des activités familiales. Nos parents, l'hiver, voulaient qu'on fasse du ski, qu'on passe les week-ends ensemble. L'été, on faisait de la voile. Donc, le but, c'était de passer du temps de qualité en famille. Je suis rentrée dans les bosses un peu par, entre guillemets, hasard. Un couple d'amis de mes parents avait des enfants de notre âge et leur fils de mon âge, finalement, faisait de la bosse. Et un week-end, on a été voir une de ces compétitions, puis je me souviens vraiment avoir été fascinée par voir des gens sauter en ski, continuer dans des bosses. Ça avait l'air vraiment le fun. C'est sûr qu'à la base, avec ma famille aussi, on faisait beaucoup de sous-bois. On était un peu téméraires. On aimait essayer des choses, que ça bouge. Donc, le ski acrobatique, c'est venu chercher une corde sensible en moi. J'ai voulu essayer. Ça commence. Puis t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 11 ans. OK. Ouais, j'étais pas si jeune, là. Même, c'était comme vieille pour commencer dans les bosses quasiment. Ah ouais, OK. Ouais. Puis ça a été comme une étape de convaincre mes parents de me laisser en faire. Fait que là, on a négocié une journée par fin de semaine. Comme ça, l'autre journée, je le faisais en famille. OK. Puis ils ont vu, après la première année, que j'aimais vraiment ça, que ça s'était bien passé. Puis on dit, OK, tu peux intégrer le club pour la fin de semaine au complet. Là, j'ai 2 sœurs aussi. Ah, donc, ouais. elles ont suivi comme la saison d'après. OK. Je pense pas que c'était un choix de vie de mes parents là, d'avoir 3 enfants dans le sport de haut niveau, mais pour eux, ils voyaient qu'on apprenait plein de choses, qu'on avait du plaisir là-dedans. Donc, ils se sont dit, ça va bien à l'école, on va les suivre. Et de participer comme bénévole, de s'impliquer finalement. Fait que c'est devenu une affaire encore familiale. Ouais. Puis ça a fait un peu boule de neige comme ça. Pour moi, je voyais un objectif après un autre, comme faire l'équipe provinciale. Puis une fois sur l'équipe provinciale, de me dire, j'aimerais ça faire l'équipe canadienne. Puis une fois sur l'équipe canadienne, OK, les Coupes du monde. Puis, crime les Jeux olympiques, ça commence à être un peu plus accessible. Fait que ça, c'est mon parcours à moi, mais ma sœur Chloé, par exemple, elle a vu Jennifer Hale, qui était la meilleure Canadienne pendant plusieurs années en bosse, puis elle s'est dit, moi, je vais être comme Jennifer Hale. OK. Puis pour elle, c'était clair. Elle s'est projetée super jeune, puis se dire, moi, je vais être une Olympienne avant moi, là. Fait que tout le monde a un parcours qui est vraiment différent, puis c'est drôle parce qu'au final, mes sœurs et moi, on était toutes les 3 aux Jeux à Sochi ensemble. Donc, c'est pas nécessairement la même ligne pour tout le monde. Puis, je pense que ce qui a été surtout la clé pour nous, c'est que
on était bien entourés, on a eu du plaisir à faire ça. Puis ça a été une expérience qui me suit encore aujourd'hui, là. Puis vous êtes 3 quand même de la même famille, fait que ils savent, tes sœurs, puis ils savent c'est quoi les hauts, les bas de tout ça, fait que pour te supporter ou supporter tes sœurs, c'est la meilleure chose, je trouve aussi, là, un bon... Clairement, là, je pense que j'aurais probablement... Des fois, je me demande si j'aurais été aussi longtemps dans le sport si j'avais pas partagé cette expérience-là avec mes sœurs. Là, quand on compte, j'ai fait quand même 12 ans sur l'équipe nationale. OK. Avec donc le plus haut niveau. Je voyageais avec mes sœurs. Tu sais, c'était magique. Là. Ça a été même, on pourrait dire, un deuil qu'une fois j'ai pris ma retraite de plus être autant ensemble. Est-ce qu'il y a un moment dans tout ce parcours-là qui était plus magique ou que tu avais plus de fun, par exemple? Bah, tellement souvent. C'est important, ça aussi. Oui, oui. Mais, tu sais, je pense que ce qui est bien, c'est que même après ma retraite, je me souviens vraiment plus des bons moments que des moins bons. Mais la réalité, c'est qu'il y a probablement eu beaucoup plus de moins bons moments que de bons moments. Des échecs, des résultats qui sont pas à la hauteur des attentes. J'étais chanceuse, je touche du bois, j'ai pas eu énormément de blessures, mais ça arrive dans les parcours sportifs. Puis je pense un de mes plus grandes déceptions, ben il y en a eu une couple, puis je pourrais, juste pour nommer dans les plus grandes, en 2010, il y avait les Jeux olympiques à Vancouver, j'étais sur l'équipe canadienne. J'ai pas réussi à me classer pour les Jeux. Mais ma sœur Chloé, oui. OK. Puis, comme c'était un Olympique au Canada, j'ai eu la chance d'être ce qu'on appelle ouvreuse de piste. Donc, j'avais un rôle un peu chanceux de pouvoir être comme une athlète aux Jeux sans l'être. Donc, j'ai pu m'entraîner sur le parcours, voir qu'est-ce que c'était les Jeux. Puis, le beau côté de cette expérience-là, au final, c'est que ça m'a permis de découvrir c'est quoi les Jeux olympiques. C'est quoi l'intensité? La journée de la course, là, il pleuvait à boire debout. C'était une journée un peu folle pour les femmes. Ouais. Et je me souviens juste du sol qui vibrait. Tellement la foule était là pour encourager les Canadiennes. Ma sœur Chloé termine 5. Puis, je suis restée les 2 semaines au Jeux à Vancouver. Puis ça m'a vraiment marqué à quel point pendant 2 semaines, le monde arrête un peu de tourner pour célébrer ce qu'il y a de plus beau de ce qu'on est capable de faire. Enfin, dans les nouvelles, on parle de belles choses, d'accomplissements humains. Puis j'étais comme, waouh, moi, les valeurs olympiques, ça me rejoint, puis je veux devenir une Olympienne. Fait que ça a été un point marquant pour moi. J'avais 20 ans à ce moment-là, puis c'est là que je me suis dit, je vais aller au jeu, tu sais. Fait que chaque un peu revers, défi, je pense qu'il y a des fois des leçons, des choses qu'on peut en tirer. Puis c'est comme ça qu'on avance comme athlète, mais au final, c'est pas mal pareil dans la vraie vie aussi. Mais tu sais, c'est comme si tu l'avais vécu, tu as eu l'expérience sans avoir toute cette pression-là de performance. Fait que quand tu as été classée pour Sochi, ben tu étais comme prête déjà pour un petit peu plus. Ouais, un peu plus, parce que c'est vrai, je pense que j'étais vraiment intimidée des Jeux. Tu sais, quand tu sais pas c'est quoi, de dire une espèce de sentiment d'imposteur même. Pourquoi moi? Est-ce que je suis assez bonne? Puis ça m'a donné un peu une raison, un sens à pourquoi je m'entraîne à tous les jours, pourquoi quand j'ai mal au corps, ben je me lève pareil, puis je prends mon sourire, puis je m'en vais au gym, puis je fais l'entraînement de plus, le saut de plus qui est nécessaire, de faire tous ces efforts-là vers un objectif quand le sens pourquoi tu le fais est clair, puis est profond. Ben je pense que ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais osé imaginer aussi. Oui, mais c'est sûr que dans le parcours d'un sportif, il y a souvent des échecs. Hein, ça doit, comme tu disais, probablement plus souvent qu'autrement. Là. C'est ça qui permet d'avancer, dans le fond, c'est ces échecs-là. Puis c'est comme aussi dans la vie. Mais nous, dans notre pratique, ce qu'on voit beaucoup, ben, c'est pas des échecs, mais c'est les blessures qui donnent un petit peu le même sentiment aux jeunes, dans le fond, le fait de se blesser, mais t'arrêtes de t'entraîner, puis c'est vraiment comme un frein dans le parcours. En ski acrobatique, c'est quoi le genre de blessure qui se passe le plus? Tu sais, comme,
les gens autour de toi qui s'entraînaient. Qu'est-ce qui se passe là au ski acrobatique? La question classique. Puis, comment vont tes genoux? Mais je dirais... Alors, on touche quand même j'adore parler de ces sujets-là. Le ski acrobatique, pour vous donner une idée de quel genre d'athlète on est comme un mélange de hockeyeurs, de joueurs de hockey, puis de gymnastes. Ouais. Fait on fait des activités physiques qui sont intervalles, rapides, puissance, puis on doit récupérer sur un certain laps de temps. Les bosses, c'est super dynamique. Ouais. Fait que la tension va dans les articulations. En gros, là, c'est souvent ça. Fait que ça va aller genoux, hanches, dos. Souvent ça. Après, c'est des blessures qui sont plus traumatiques avec une chute. On saute dans les airs super haut. Quand on rate un atterrissage puis qu'on tombe en pleine face dans une bosse, on a beau porter un casque, ça shake un peu. Ou juste, tu parlais tantôt de la descente à Sochi, qui pleuvait, tout ça, ça doit être des conditions atroces. Ça dépend. Pour vrai, on est habitué de dealer avec beaucoup la mauvaise météo. Puis particulièrement au Québec, je pense que c'est une de nos forces, comme on a beaucoup de glace. Ben, on est des skieurs qui sont assez polyvalents, capables de skier sur des affaires vraiment pas belles comme conditions. Mais oui, là, on peut se faire avoir avec la pluie, tout devient collant. Donc, on peut être plus à risque. Le ski prend dans la neige, puis un mauvais mouvement de rotation, ben là, on a fait des atteintes aux ligaments des genoux. Dans les chutes, comme j'allais dire, on peut avoir des traumas crâniens. Après, fractures, pas tant souvent, là, à moins vraiment d'une grosse, vilaine chute. Quand on a vu souvent des vilaines chutes comme ça, est-ce qu'il y en a? Oui, c'est sûr, ça Est-ce que ça fait peur quand tu vois ça, justement? Ben, ça dépend des niveaux, je dirais, comme plus bas niveau, tu sais, il y a une certaine immaturité encore dans le corps, puis il y a un déséquilibre entre les capacités techniques et les capacités physiques, surtout quand on est jeune, puis un des messages clés, en tout cas que moi j'aimerais qu'on retienne de mon passage ici, là, c'est que l'entraînement physique, c'est pour la prévention des blessures. C'est pas pour avoir l'air de comme G.I. Jane, puis d'avoir comme un corps musclé, coupé, non. C'est la prévention des blessures, puis ça veut pas non plus dire lever des poids. Exact. Moi, ça a été, je pense, une des clés pourquoi mes sœurs et moi, on s'est pas blessés. Ou très, très peu là, dans notre carrière. En fait, l'histoire de ça, c'est que très jeune, justement, quand on a commencé à faire du ski de boss, mon père est ingénieur, il aime ça comprendre les choses, fait qu'il a fait des recherches sur Internet. Puis là, il a réalisé, oh mon Dieu, les femmes avec l'angle des hanches, puis des genoux, ils se sont dit, puis en ski, ils sont plus à risque d'avoir des blessures au niveau des genoux. Fait que ça, c'était... Bon, je vous apprends rien. Mais là, il s'est dit, OK, ben mes filles, s'ils font du ski acrobatique, je veux pas qu'elles se blessent. Fait qu'il a trouvé un entraîneur physique. Avec qui on a commencé à travailler. Moi, j'avais 12-13 ans. Là. Et il nous a un peu pris sous son aile. Au départ, c'était des entraînements qu'il nous donnait à la maison. Là, mais tu sais, tout ce qui est renforcement de chaînes musculaires profondes, épaules, hanches, abdominaux, tu sais, apprendre la base d'une bonne technique de squat, puis de vraiment faire une fondation qui allait être solide au final. Fait qu'au départ, tu sais, je m'entraînais à la maison. Puis éventuellement, on s'entraînait avec lui 4-5 fois semaine quand on était à Montréal. Puis c'est encore notre même entraîneur aujourd'hui. Là. Un génie. Paul Gagnon. Je suis tellement contente que tu aies sorti ça. Là. Nous, souvent, on voit des petits à la clinique qui s'entraînent 20 heures semaine, puis ils sont même pas capables de faire un squat sur une jambe sans shaker, puis sans faire un squat de qualité. Donc, c'est quand même incroyable. Là. C'est comme si les jeunes, des fois, ils voient des athlètes, mettons, de haut niveau comme toi. Ah, ben là, je veux faire comme Maxime Dufour-Lapointe, mais t'es pas rendu là. Il faut que tu ailles la base. Tu crées une fondation, là, tu bâtis tranquillement pour aller dans la performance. Pour aller c'est pas faire 20 heures de ski qui est important peut-être, mais surtout quand tu commences, mais c'est de bâtir la fondation. Oui, mais c'est dur à comprendre. C'est ça, comme... Je vois qu'il y a un enjeu, parce que même moi, là, quand j'avais cet âge-là, ça me tentait pas tant de m'entraîner, on va le dire. Mais mes parents étaient comme très
tu sais, ils me forçaient pas, ils insistaient pas, mais ils ont quand même mis clair que le message derrière ça, c'était la prévention des blessures et mon entraîneur aussi. Puis là, ben, quand c'était le temps, au bout de 6 semaines, de retourner le voir pour faire un nouveau plan d'entraînement, tu sais, on dirait que si on n'est pas à la hauteur, ça te booste un peu. C'est comme, OK, je vais peut-être y aller un peu plus la prochaine fois. Mais pour vrai, je trouve que là où j'ai un peu catché que c'était payant, c'était rendu un peu à l'adolescence. Parce que là, j'avais des capacités physiques que les autres avaient pas. Puis, disons que, tu sais, techniquement, j'étais quand même assez douée pour les sauts, mais moins pour le ski. Puis, d'être plus en forme, ben, me permettait de faire le petit extra d'entraînement, puis d'aller chercher là où ce que les autres, ben, physiquement, devaient arrêter, parce que c'est là aussi que le risque de blessure entre. C'est quand on veut en faire plus, puis que ton corps peut pas. Puis c'est seulement, je dirais, avec la maturité qu'on se rend compte, faut que j'arrête. Alors que quand t'es jeune... Faut en faire plus, toujours plus. Ben ça, ou tu sais, t'aimes ça, puis tu vas au-delà de tes capacités, puis tu te blesses en faisant un faux mouvement, même si c'est pas intentionnel, là. Puis justement, toi, dans tout ce parcours-là, est-ce que ça t'est arrivé de te blesser? Pas beaucoup, quand même. Là, je touche du bois, là, des trucs comme classiques pour les skieurs, de tomber sur sa pôle, puis des petites déchirures ligamentaires au pouce. Tu peux pas vraiment prévenir ça. Je pense que quand j'étais plus jeune, ce qui m'était arrivé, c'est plus une foulure de cheville en trampoline. Fait encore là... c'est un peu malchance. Peut-être que j'étais fatiguée cette journée-là, que mentalement, tu sais, j'étais moins focus. Fait que, foulure de cheville, tu sais. Mais j'en ai pas eu. Mais t'as rien eu qui t'a vraiment arrêté pendant comme plusieurs mois ton entraînement? Non, c'est arrivé vraiment plus tard dans ma carrière, en fait, dans mes 2 dernières années de compétition. C'était une blessure, je pourrais dire, d'usure. Dans ma hanche, mon labrum. Probablement un impact en particulier qui l'a fait déchirer. Puis après ça, c'est resté instable pour toute une saison. Mais on l'avait pas diagnostiqué parce que c'est une douleur vraiment frustre au labrum. Là, c'est comme ça irradie au genou, ça irradie dans le dos. Puis justement, parce que j'étais super en forme, ben j'arrivais à skier, tu sais, puis à compenser le déséquilibre. C'est vraiment juste à la fin de la saison, j'étais comme là, c'est comme je pleure dans mes premières runs tellement que ça fait mal, genre je comprends pas, je boite, fait que on a fait une IRM, c'était déchiré comme 3/4, des petits signes un peu d'échymose sur les os. On était à comme 1 an et demi des Jeux de Pyeongchang. Puis pour vrai, pour moi, de blesser mon corps pour le sport, c'était pas logique. Fait que j'ai eu la chance de rencontrer un orthopédiste spécialisé dans le labrum, puis il m'a dit, ben, tu sais, oui, on peut opérer, là. C'est sûr, labrum, c'est des cas particuliers, là. On sait jamais de quelle base ça va virer. Moi, ça a super bien marché. Je savais aussi que j'avais une équipe, tu sais, de feu autour de moi, là. Les blessures... Tu t'en sauves pas sans physio, tu t'en sauves pas sans faire tes étirements à ta glace, tu sais, tout le kit. Fait que je pense que quand on se blesse puis qu'on prend ça au sérieux puis de se dire, ben, faut faire 2 pas en arrière pour revenir plus fort, ben, ça marche. Fait que pour vrai, ça aussi, on le compte comme un setback dans ma carrière, là, mais on dirait que c'était clair pour moi, même à 18 mois des Jeux, de me dire, non, je me fais opérer. Je m'occupe de ma santé, puis je devrais être capable de revenir à temps puis de me qualifier. En bout de ligne, j'ai tout fait ce processus-là. À 6 mois, j'ai reskié. Tu sais, 4 mois, 5 mois, je reskiais. 6 mois, 7 mois, j'étais pas mal rendue à mon niveau technique, qualité, pareil. Il me manquait, je pense, un petit peu de la petite poudre magique de performance. Puis je pense que c'est un peu attribuable au fait que j'ai skié 1 an blessé. Ça laisse des marques un peu psychologiques.
Mais j'ai aucun regret. Tu sais, je repense à ça, puis je suis comme, wow, c'était hot, j'étais bien entourée. Puis aujourd'hui, ben, je suis en santé, tu sais, je n'ai pas de douleur dans ma hanche. Fait que pour moi, c'était la bonne décision. Puis mon expérience au jeu de Pyeongchang était différente, mais elle a eu une valeur pareille. T'étais comme allée comme un peu accompagnatrice, c'est ça à Pyeongchang? Mes 2 sœurs étaient qualifiées. C'est ça, ils étaient qualifiées. Fait que pour moi, c'était sûr, je voulais être là pour elles. Puis au final, ben, tu sais, Justine a gagné une médaille. Je suis restée les 2 semaines avec elle. On a profité des Jeux parce que, tu sais, c'est comme le Walt Disney des athlètes. Puis c'est pas parce que mon 4 ans dans le sport, n'a pas terminé de la manière que je souhaitais, qu'il n'y a pas de valeur à ça. Puis au final, j'ai appris plein d'autres choses. Puis il me remplit de joie d'une manière qui est totalement différente. Là. Le succès passe pas toujours par une médaille. Oui, non, tout à fait. Maintenant, je pense que tu dis ça, sûrement que c'est quelque chose que tu as réfléchi, tu as pensé beaucoup à ça, puis tu es en paix avec tout ça. Est-ce que ça a été comme, tu sais, quand on t'a annoncé que tu aurais besoin d'une chirurgie, puis que tu en avais pour facilement 4 mois sans skier, tout ça, est-ce que ça a été comme une nouvelle difficile ou? Bien, pour vrai, non. C'est comme, j'étais juste tellement soulagée que j'étais pas folle, puis que j'avais vraiment une blessure. Il y avait une explication pour la douleur. Tu sais, pour moi, c'était comme... Mais là, on parle avec une athlète qui a de l'expérience puis qui a de la maturité. Tu sais, j'avais 26 ans, 27... 26, quand je baignais là-dedans. Là. Fait que, tu sais, je savais qu'il y avait quelque chose de pas normal, il y avait une solution, puis j'étais équipée pour faire ça. Mais clairement... Si j'avais été dans l'adolescence, puis je pense il y en a beaucoup, là, des blessures, ça arrive dans le sport, surtout des atteintes de croisées antérieures, les ménisques, des hernies discales. Tu sais, tout ça, c'est des blessures qui prennent du temps, puis c'est clair que ça défait un peu toute ta vision de ce qui se passe, puis c'est vraiment dur comme défi à traverser. Honnêtement, je pense que l'entourage fait une grosse différence pour aider à faire cheminer. Puis, en bout de ligne, tu sais, je pense que tout le monde ceux qui font bien leur rehab se reblesseront pas. Mais ceux qui veulent aller vite, j'ai pas de cas concret à dire, mais je pense que c'est vraiment important, surtout dans du sport, dans la performance, de bien faire les étapes, même si en dedans, ça fait mal, puis ça nous tente vraiment pas. Bien, on remarque ça en clinique beaucoup, hein, les jeunes. Tu sais, dans le fond, quand t'es jeune, le sport, c'est l'enfant, mais comme toute la famille évolue autour de ça aussi. Tu sais, les horaires familiaux sont faits en fonction du sport, des pratiques, etc. Donc, quand le jeune se blesse, c'est pas le jeune seulement qui arrête, comme que sa vie arrête, mais c'est toute la dynamique familiale qui est changée. Donc, c'est important que, justement, la famille supporte le jeune là-dedans, puis lui donne des outils un peu pour avancer dans cette épreuve-là. Oui, beaucoup, parce que je pense justement dans ces âges-là d'être encadré, de comprendre à plus long terme, tu sais, pourquoi on prend le temps de bien guérir une blessure, pourquoi on prend le temps de s'arrêter, puis c'est dur de, disons... c'est dur de comprendre ça. C'est dur de comprendre, mais en même temps, une fois qu'on accepte que ben c'est pour ma santé plus tard, c'est pour mon bien-être, puis en fait, je pense que la grande peur sous-jacent à arrêter à cause d'une blessure, c'est de se dire jamais je vais revenir aussi fort, puis je vais être en retard sur les autres. Je pense que c'est comme la peur viscérale là, d'être en retard sur son équipe. Oui, d'avoir un step back qu'on pourra pas reprendre. Puis à ça, un autre message que j'aimerais qu'on retienne, c'est que les pauses, c'est bon. Ouais. Les pauses, c'est vraiment bon. Puis je pense que j'avais cette maturité-là dans ma blessure de hanche de me dire, je sais que je vais revenir plus forte. Ouais. C'était ça, mon but, c'est que, OK, peut-être que je suis sur le bench, là, je suis sur le banc pendant quelques mois, mais ça sera pas pour rien, puis quand je vais revenir, je vais être vraiment plus forte, puis je vais être meilleure, puis je pense que c'est ça que j'ai réussi à faire. Fait que, je pense, personnellement, je crois vraiment que c'est un mythe de penser qu'on va être en retard sur les autres, puis que on redeviendra jamais assez bon. Au contraire,
prendre des pauses, je pense que c'est une opportunité de travailler sur d'autres parties de son sport, de d'autres parties de sa personne, puis d'en faire une épreuve de laquelle on revient plus fort. Puis je trouve ça bien que tu dises ça parce que c'est vrai, mettons, tu sais, nous, on voit souvent des jeunes après une reconstruction de ligament croisé antérieur, puis quand on fait les mesures de force et tout, après, puis qu'ils aient complété leur réadaptation, toute leur fonction globale est meilleure qu'avant, surtout quand on fait des tests préopératoires, on peut comparer. OK, fait qu'on a des preuves concrètes plus sur ce que je dis. Absolument, tu sais, comme la proprio... Tu sais, quand tu prends le temps tu prends quand même à 9-12 mois à te concentrer sur tes faiblesses et te renforcer, ben tu deviens t'as les bases pour mieux performer, mais je trouve ça bien aussi. Je pense que les jeunes, souvent, il y a de la pression autour aussi. Tu sais, oui, nous, on est là pour les accompagner, mais tu sais, j'ai des jeunes qui ont un super bon talent, mettons, au basketball, puis ils se font mettre à la pression par leur coach à revenir. Qu'est-ce que tu fais à pas revenir plus rapidement que qu'est-ce qu'il y en est? Je pense que c'est ça qui joue mentalement. Tu sais, je pense que toi, tu as eu la chance d'avoir un bon système de sport, que ce soit tes parents ou ton équipe d'entraînement. Mais je me demande si toi, si tu retournes en arrière quand tu étais adolescent, est-ce que dans les associations de ski ou de ski acrobatique, est-ce que tu trouves qu'il y avait beaucoup de pression? Est-ce que tu trouves que les jeunes étaient bien accompagnés? Autre que, tu sais, toi, tu as eu un super bon... Une bonne expérience. Oui, exactement. C'est une bonne question. Pour vrai, je trouve que le ski acrobatique, globalement, c'est un milieu qui est assez sain. Un peu par la nature du sport, on est comme les bums là, du ski. Tu sais, nous, on va aller faire des bosses, on va juste avoir du fun puis sauter dans les airs. Au fil des années, ça s'est structuré. Fait que on arrive d'une culture un peu plus chill pour de la haute performance. Soit dit en passant, ça veut pas dire que des personnes moins adéquates peuvent pas intégrer le sport. Puis comment moi j'explique ma bonne expérience en grande partie, surtout jeune, c'était l'implication de mes parents. Tu sais, qui ont... Bon, la ligne est fine entre être trop impliqué aussi et accepter, tu sais, d'être plutôt de contribuer à l'avancement de tout le monde. Mais je pense que mes parents étaient bienveillants. Ils n'avaient pas peur de poser des questions aux entraîneurs puis de questionner des fois cette relation-là aussi d'autorité puis de se dire, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je me sens en sécurité que mes enfants soient pris en charge par cette personne-là? Quitte à avoir des discussions, puis à ce moment-là, en tout cas, il n'y avait pas personne de problématique, là. Mais je crois que mes parents ont tout le temps un peu dit, est-ce que ça a de l'allure? Est-ce qu'ils vont en prendre soin? Au-delà aussi de seulement focusser, est-ce que ça va faire de mes filles des meilleures skieuses? Là? C'était au-delà de l'aspect technique de l'entraîneur, c'était aussi comme personne globale. Puis plus tard, surtout au niveau de l'équipe canadienne, dans les premières années, la manière que c'était structuré, les entraînements étaient souvent pendant des longues périodes à Whistler. Moi, je venais de finir le secondaire. Chloé était dans ses dernières années. Donc, t'es encore pas mal jeune pour être beaucoup partie. Puis là, mes parents, ben, surtout que moi, j'avais fait un peu ce fonctionnement-là pendant 1 an, puis j'étais drainée après cette année-là. Fait que mes parents se sont dit, ben, pas sûr que c'est la manière de faire pour que nos filles se développent globalement. Donc, on a fait le choix d'avoir un entraîneur privé pendant 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans. Pour pouvoir rester au Québec, tout le monde ensemble. Pour pouvoir rester au Québec, centraliser l'entraînement, permettre plus de temps pour l'entraînement au gym, puis d'étudier. Pour vrai, c'était ça, d'être à la maison. Fait que je pense que ça, c'est un choix qui est peu commun, qui s'appliquait dans la situation. Je peux pas généraliser non plus ce qu'on a fait, mais je pense juste que mes parents étaient assez allumés sur ce que ça fait du sens pour globalement que mes filles aillent bien. C'était leur souci numéro 1. C'était pas de faire des Olympiennes. C'était de nous accompagner dans le cheminement. Dans le plaisir aussi, là, je pense que c'est important à dire que vous avez
Effectivement, tu as raison. L'aspect comme pression, je crois qu'elle est toujours venue de nous-mêmes, pas de nos parents. Puis même que, je me souviens, ma mère, je sais pas, je devais être tannée, puis j'étais un peu à bout de ma vie. Puis ma mère était comme, ben, tu sais, si tu veux arrêter, arrête. Il y a personne qui te force à continuer. Ça m'a comme un peu comme choquée. Je suis comme, ben non, je vais arrêter. Fait il y a quelque chose aussi de fort quand la motivation vient de la personne elle-même, là, tu sais. On peut pas... Quand c'est un moment donné, c'est que ça nous appartient. Puis comme parent, là, je suis pas encore parent, mais je peux comprendre que on veut tellement le meilleur pour nos enfants. Mais je pense que l'autonomie que j'ai gagnée avec le sport puis la responsabilisation, c'est parmi les plus beaux cadeaux que j'ai eus, tu sais. Oui. Bien, justement, tu as parlé que tu avais fini ton secondaire, puis dans le fond, vous avez toujours combiné études et entraînement dans tout votre parcours. Oui, c'était une condition comme non négociable avec les parents. Dans le fond, secondaire, en tout cas, là, de terminer le secondaire puis d'avoir des bonnes notes. Par bonnes notes, on passe et un peu plus, là, mais c'était pas la meilleure de l'école. C'était des bonnes notes acceptables. Fait que ça, c'était de base. Mes parents n'ont jamais voulu non plus qu'on fasse du ski-études. Il y en a qui auraient pu penser qu'on fasse du ski-études. Ça existait dans le temps. Mais il était comme, vous skiez déjà assez. Genre, prenez la semaine off, allez au gym, mais c'est comme, non, c'est assez. Fait il y avait une notion un peu que quand on est là, on le fait bien, puis après ça, on ferme les livres, puis on passe à autre chose. Puis je pense aussi que c'était un bon move, là. En tout cas, pour le ski, dans notre cas, ça marchait. Puis une fois qu'on a terminé le secondaire, ben moi j'ai fait le cégep à distance. Parce que c'était plus clair pour moi que je voulais appliquer en médecine éventuellement, donc je voulais des bonnes notes. Fait que j'ai pris mon temps pour faire mon secondaire. C'était déjà quelque chose que tu avais dès la fin de ton secondaire, quelque chose que tu avais en tête. C'est un rêve d'adolescente. C'était vraiment sans raison. Fait que pour moi, mon plan A dans la vie, c'était d'aller en médecine. C'était pas d'aller au jeu. Mais quand j'ai fini mon secondaire, puis là, ben, tu sais, l'équipe canadienne se présente à moi. C'est une opportunité que tu peux pas manquer. Exactement. Fait que, comme je dis, j'ai été un peu une étape à la fois, puis une opportunité qui s'ouvrait. Puis on dirait qu'à chaque fois que le chemin, qu'il y avait une bifurcation de chemin possible, de me dire, est-ce que là, je me retourne vraiment vers l'étude ou je continue dans le sport, comme c'est arrivé en 2014 après les Jeux de Sochi. J'ai comme fait, mais là, c'est mes plus belles années dans le sport. Je sais pas ce qui va arriver par la suite, si vraiment je vais rentrer en médecine ou pas, mais je peux pas ne pas profiter de ces 4 prochaines années-là. Donc, je l'ai fait. Puis, encore là, je regrette absolument rien. Je le referai encore. Mes sœurs, c'est différent. Ils ont fait un petit peu de cégep à distance. Mais ils étaient tellement jeunes à des hauts niveaux. Là. Moi, j'étais comme une couple d'années plus vieille. Fait que ça s'est fait un peu plus... il n'y avait pas de conditions pour les autres années, mais nos parents, dans le fond, c'était surtout le souci, qu'est-ce qu'il y a après le sport? Au fond, là, la discussion, c'est qu'est-ce qu'il y a après le sport? Comment que nos filles, quand ils vont arrêter, combien de temps ils vont avoir pour se retourner de bord, pour faire autre chose? Donc, un peu avec nos partenariats, les commanditaires, mettre de l'argent de côté, pouvoir s'assurer que si on veut y retourner aux études une fois qu'on arrête le sport, bien qu'on ne soit pas stressé financièrement, puis qu'on puisse le faire. Se permettre exactement de se développer une nouvelle carrière, ce que je suis en train de faire et ce que mes sœurs là, commencent elles aussi. Mais ça serait comme sûrement le 3e message dans le fond. C'est ça. De toujours avoir comme un objectif à long terme parce que tout le monde va vieillir à un moment donné, puis le sport, ben on peut continuer récréativement, mais on ne pourra pas être compétitif. Donc, le fait d'avoir toujours comme une porte de sortie si quelque chose arrive ou à la fin, parce que si t'as rien, c'est un vide complet, là, dans le fond. Si ta vie, c'est juste le sport puis il n'y a rien d'autre, tu finis puis c'est... C'est des gros enjeux, là, même pour des athlètes olympiens là, qui prennent leur retraite. Ça a été de plus en plus discuté dans les dernières années, puis avec du support qui s'est développé autour de ça, parce que, justement, tout a été bâti autour de la haute performance, mais là,
effectivement, il y a une fin à ça, puis c'est pas parce qu'on planifie un peu notre sortie qu'elle est imminente. Ouais. Je pense que ça fait peur de se dire « Oh non, je me prépare un plan B », mais c'est pas parce que tu as un plan B que tu crois pas à ton plan A. Ouais. Mais inévitablement, dans le sport, il y a une retraite qui va arriver et elle est jeune. Ouais. Elle est très jeune. Puis là, tu parles de retraite planifiée, mais tu sais, des blessures, des grosses blessures qui arrivent, puis du jour au lendemain, tu te retrouves sans rien. C'est quand même épeurant. Là. Vraiment, vraiment, c'est ça. Dans mon cas, c'était planifié, mais effectivement, il y en a plusieurs pour qui ça a été pas un choix. Ouais. Pas un choix, puis c'est tout un processus interne émotionnel. Fait que quand tu as une petite structure autour de toi pour t'aider à passer au travers ou en tout cas apaiser les choses, ben ça aide, là, c'est sûr. Si tu as déjà fait l'exercice de te dire, OK, si je fais plus de sport, qu'est-ce que j'aime d'autre dans la vie? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Ben, au moins, peut-être tu tombes de moins haut à ce moment-là. Oui, puis tu as une idée, il y a beaucoup de personnes vers qui on peut se tourner. Par contre, ce qui est parfois moins évident à voir au début de la retraite, c'est l'héritage du sport. Tout ce qui fait que tout ce que tu as appris, qui est le curriculum caché du sport, qu'on n'apprend pas à l'école. La discipline, la rigueur, être capable de prendre la critique, d'un peu gérer ses émotions, de communiquer, de travailler en équipe. C'est plein de choses qui font que les athlètes, ben ça devient des travailleurs très agréables, très fonctionnels, très de haute qualité, je crois. Donc, quand c'est un peu plus discuté présentement de voir ça dans les premiers temps quand on prend notre retraite, puis voir tout ça, c'est transférable. C'est pas perdu. Ça s'en va pas dans le cloud. Ça fait partie de nous encore. Mais on a l'impression, en perdant le rôle, le chapeau d'athlète, ben, qui on est. Puis ça reste comme une nouvelle épopée, un nouveau cheminement d'identité à remettre, une nouvelle identité à mettre au premier plan, si on veut. Mais je pense qu'au travers de mon parcours aussi, j'ai travaillé avec des psychologues sportifs. Mes entraîneurs aussi étaient très centrés sur le bien-être. Donc, il y avait Maxime l'athlète, il y avait Maxime la personne, il y avait Maxime l'ami, la sœur, l'amoureuse. Fait que, tu sais, tous mes rôles faisaient en sorte que je suis une personne à part entière. Puis là, ben, Maxime la skieuse je vais toujours être une Olympienne, mais je suis plus exactement la même athlète. C'était une moins grande perte en ayant tous ces autres rôles et personnalités-là que c'est ça. S'il y avait juste l'athlète. Puis mais ces autres personnes-là, c'est juste des fois, on les reconnaît pas ou on n'a pas appris à les voir, puis on voit juste l'athlète. Fait que tout explose un peu moins dans ce temps-là. Puis est-ce que tu trouves que tout ce que tu as appris, ça a beaucoup facilité ton parcours en médecine, que c'est quand même des études longues et difficiles? J'ai eu des défis, je pense, différents. J'arrive en médecine avec 10 ans, d'écart avec ma cohorte. Fait que le temps en soi m'amène une maturité différente. Je pense que ça m'a permis un peu c'était plein de mécanismes qui m'ont permis de compenser à des places où disons, l'apprentissage, le par cœur, ça marche plus, là. C'est moins bon à mon âge. Fait que c'était plus dans la compréhension. Ben là, j'étais capable de me structurer dans mon horaire pour me dire, ben moi, ça me prend plus de temps, puis je vais le manger par petites bouchées, puis j'avais la rigueur, puis la détermination de le faire, un peu plus d'une certaine débrouillardise. Fait que, c'est ça, mes forces étaient ailleurs. Puis je pense, par contre, que dans le savoir-être, ça a été quand même plus facile pour moi, peut-être. Je dirais ça. Donc, probablement plus quand tu es arrivé à l'externat, plus dans un milieu clinique, toutes ces aptitudes-là t'ont vraiment servi. C'est ça, sur le terrain, d'être capable
Ouais, c'est ça, d'un peu de se tenir comme personne, parce que veux pas, pour moi, le cheminement en médecine, c'est de la haute performance, mais ici, cérébrale, qui te demande énormément de rigueur, de concentration, tu sais, c'est aussi dans le relationnel, le social. Il y a tellement de choses qui se passent en même temps. Là, ben honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais passé au travers 10 ans plus jeune, avoir eu un parcours régulier, si on veut. Là, je dirais que mon parcours est atypique, mais c'est bien correct. Fait que je crois que ça fait de moi... Ça forme le médecin que je vais être, puis je trouve ça le fun d'avoir un peu tout ça comme bagage à amener de ma personne dans la médecine. Je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que, tu sais, ton parcours, il n'est pas atypique. C'est juste ton parcours. Puis je pense que les jeunes, des fois, ils ont l'impression de tout faire en même temps, qu'ils veulent tout précipiter, mais chacun a son propre chemin, tu sais. Puis c'est pas un chemin en ligne droite. Des fois, on change un peu, mais au final, tu finis, puis t'es un humain heureuse dans ça t'amène des choses différentes. Mais t'as tellement raison de cette comme différence-là. C'est vrai que c'est peut-être plus ça que je ressentais à l'adolescence, de trouver ça un peu difficile de pas vivre exactement la même chose que mes amis. Puis même, tu sais, par la suite, de voir, OK, mes amis sont au cégep, puis là, moi, j'ai comme juste fait 2 cours, puis là, oups, ils sont à l'université, puis là, ben, je suis encore au cégep. Puis on dirait que c'est avec quelques années de plus que j'ai finalement réalisé, ben, au final, c'est vraiment cool ce que j'ai fait. Puis il y a personne qui a un bagage, il y a peu de personnes qui ont des bagages similaires. Puis je suis pas une moins bonne, meilleure personne. Bon temps, c'est juste différent, mais c'est vrai que quand on est un peu en train de forger notre personnalité à l'adolescence, de faire quelque chose qui est hors norme, ça peut des fois influencer est-ce que je continue, est-ce que j'arrête dans le sport. Mais moi, je dirais si on aime ça, d'aller au bout puis qu'il y a quelque chose de vraiment extraordinaire qui va en sortir. Oui, fait que dans le fond, 4e message, faut pas se comparer. Faut pas se comparer à... Tu sais, parce qu'on s'entend qu'un jeune qui est en sport-études, mais il peut pas se comparer à l'ensemble des étudiants du secondaire, mais il va se comparer à son petit groupe de sport-études. Donc, quand on l'arrête, mais c'est la catastrophe, parce que comme on disait tantôt, il va dire, je vais prendre du retard sur les autres. Puis... Fait que dans le fond, c'est ça. C'est dans toute la vie, il ne faut pas se comparer avec les autres. Si on a un parcours atypique, mais c'est notre parcours. Puis tant qu'on est heureux dans notre parcours. Mais de le valoriser. Tu sais, parce que souvent, comme je disais, les victoires, c'est pas juste une médaille. Tu sais, c'est une victoire, c'est d'avoir une bonne attitude toute la journée, un entraînement que tu trouves difficile. C'est de t'être présenté puis d'avoir fait ton workout même si t'avais mal aux jambes, c'est d'avoir persévéré dans ta blessure, tu sais, d'avoir maintenu un peu le moral même si tu trouvais ça difficile, c'est justement de pas t'être comparé. Faire ta journée clinique même si ça te tente pas puis tout le monde va mal. C'est ça. Ça crie partout dans l'urgence puis tu restes focusé. Tu sais, ça, c'est plein de petites victoires qu'on appelait avec mes sœurs puis je pense qu'à travers le sport, on apprend un peu à se faire des petites tapes sur l'épaule. S'auto-suffire un petit peu, de façon intrinsèque. Ben, il faut. Aussi, je pense qu'il faut. C'est vraiment important d'apprendre à se valoriser parce que au final, tout ça, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour aller voir jusqu'où que je pouvais aller. Je l'ai fait parce que j'aimais fondamentalement sauter. Puis... Encore là, la raison profonde de pourquoi tu fais quelque chose, de revenir à ça quand tu es tenté de te comparer avec les autres, puis de te dire non, moi, c'est ça mon cheminement, puis de le valoriser, mais ça aide à s'accrocher à ce qu'on fait, puis à continuer à mettre un pas devant l'autre. Oui. Maxime, maintenant, je pense que je connais déjà la réponse. Maintenant, tu as comme un nouveau chapeau, Docteur Dufour-Lapointe. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire à Maxime Petite qui commence à faire du sport puis qui aime son sport, etc.? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais lui dire comme maintenant avec ton chapeau de médecin? Oh là là! C'est une question difficile. On a quand même déjà des bons messages. Moi, j'ai l'impression que pas tant que ça. Mais
moi, j'aimerais lui donner un gros câlin à Martienne. J'aimerais lui donner un gros câlin puis dire fais-toi confiance, là, puis sois indulgente envers toi-même. Sois pas aussi dur envers toi-même. Puis c'est un message que je dois continuellement encore me répéter. C'est un bon message. Ben oui. Hein. L'indulgence. Je pense que pour vouloir faire de la performance aussi, on s'en demande beaucoup. Puis je pense aussi que c'est un profil, un peu de personnalité dans le monde médical. On veut prendre soin des autres, puis il faut pas oublier de prendre soin de nous à travers ça. C'est un beau mot de la fin, je trouve. Oui, vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais nous partager avant de finir? Un 5e message, peut-être? On en a sorti des bons. Juste vous remercier de m'avoir reçu. Je trouve ça... je pense que je considère mon bagage comme un privilège, puis de pouvoir en parler, passer des messages clés, parce que ça me passionne encore, je me sens vraiment choyée, puis je pense que c'est une plus-value à mon rôle de médecin, mais mon héritage d'athlète. Fait que merci beaucoup pour la tribune. Ben, c'est notre plaisir à nous d'avoir invité. Merci d'être venu nous voir. Oui, comme vous voulez.